Rebonjour à toutes et à tous. David Barrault, je suis rédacteur en chef aux Échos. Je ne vous vois pas, mais je sais que vous êtes là. Une après-midi qui va être encore remplie avec pas mal de sujets très divers. On va commencer par le métaverse. Métaverse. Ensuite, on parlera de génération Z. Ensuite, on parlera d'audiovisuel, télévision, influenceurs. Enfin bon, l'après-midi s'annonce riche et varié, avec plusieurs fois, en tout cas, pour commencer les tables rondes ou les débats. Comme on est sur des sujets qui demandent un tout petit peu d'expertise ou de mise en contexte, on a décidé de donner la parole à des experts pour qu'ils nous aident à mieux comprendre quels sont les enjeux avant de donner la parole à ceux qui vivent le sujet du jour au quotidien. Pour parler du métaverse, qui est le premier thème de cet après-midi, je vais passer la parole à Sylvain Louradour, qui travaille pour NetExplo, comme les Échos, fait partie du... Nous sommes aujourd'hui cousins. Donc, cousin Sylvain, je te passe la parole pour une dizaine de minutes, nous faire un peu le métaverse pour les nuls, et après on essaiera de répondre à la question hype or out. Et ça sera en anglais d'ici une petite dizaine de minutes. Sylvain, je te passe la parole. Merci beaucoup. Alors, on va commencer ce petit tour d'horizon du métaverse. Je sais que dans la salle, il y a des niveaux différents de connaissances par rapport au métaverse. Certaines connaissent, d'autres pas du tout. Et on va essayer d'avoir une culture commune sur ce sujet qui est tellement protéiforme que finalement, c'est très difficile de le définir. Paradis artificiel, ça veut dire que évidemment, c'est problématique comme sujet, ça ne va pas de soi. Alors, je suis un des directeurs associés de l'Observatoire NetExplo. C'est un observatoire qui fait partie du groupe Les Échos et qui opère au niveau international. C'est-à-dire que notre spécificité, c'est d'opérer une captation sur tous les continents. Donc, tous les pays sont potentiellement éligibles. Et on capte 3000 innovations par an dans tous les secteurs et sur tous les continents. Et pour la petite histoire, eh bien, nous opérons la méthode des signaux faibles. C'est-à-dire que nous relions des choses qui apparemment n'ont pas de rapport les unes avec les autres, mais pour en déterminer des tendances. Et nous avions capté le métaverse en 2020, qu'on appelait à l'époque, nous, la fantasphère, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Alors, on va commencer par une citation de notre ami Keanu Reeves, qui est quand même l'icône cyberpunk de ces mondes immersifs, des mondes du métaverse. Donc, lui nous dit « Can we just not ?» Donc, ça signifie « Et si on s'arrêtait tout de suite, et si on n'y allait pas ?» Alors, pourquoi lui, qui quand même incarne ce monde immersif, a quelques doutes sur le sujet? C'est ce qu'on va essayer d'explorer en 10 minutes. Le mot métaverse, ça vient d'un roman de 1992, et ça, c'est très, très intéressant, parce que c'est une notion de science-fiction, et c'est le futur tel qu'on le voyait dans les années 90. Donc ça veut dire que c'est une vision qui est déjà un petit peu datée du futur qu'on nous propose. Alors évidemment, le métaverse a eu plusieurs tentatives. Second Life, il y en a eu d'autres. Il arrive aujourd'hui parce que les technologies immersives sont prêtes et que les financements sont sur la table, et aussi évidemment parce que Meta a changé de nom de façon opportuniste pour s'aventurer dans ce terrain-là, mais ils sont loin d'être les premiers à avoir construit ce métaverse. Donc c'est une notion de science-fiction et c'est le futur tel qu'on le voyait dans le passé. Donc c'est un peu vintage, un peu comme la DeLorean de Retour vers le futur. C'est un objet qui est limite ringard parfois. Donc quelle réalité pour le métaverse aujourd'hui? Alors on peut dire que la culture du métaverse, c'est l'irruption du jeu vidéo et de tous les codes du gaming dans le monde du business, corporate, de la société. Souvent les grandes entreprises sont un petit peu circonspectes par rapport au métaverse parce qu'elles se demandent comment opérer, quelles en sont les fonctionnalités, et ça pour une raison simple, c'est que pendant des années, les jeux vidéo ont été considérés, voire déconsidérés, pas du tout pris en compte, parce que c'était une affaire d'enfants, d'adolescents, c'était ludique, etc. Donc rien à voir avec le monde du business. Or, un jeu vidéo, c'est quoi? C'est d'abord un décor. Un décor, c'est une map qui n'est pas simplement donc, un décor à plat, mais qui entraîne des interactions. Et puis, ce sont aussi des personnages avec des skins. Donc, ça veut dire que vous pouvez incarner par votre avatar ce que vous faites, votre fonction dans un projet. Et surtout, ce sont des fonctionnalités. Alors, on a discuté avec une des fondatrices de Fortnite, en tout cas une personne qui a participé aux prémices de Fortnite, qui est UX psychologue, qui s'appelle Célia Audan. Et elle nous a dit, elle s'intéresse donc à la psychologie du joueur dans un jeu vidéo, que le succès de Fortnite était lié à sa gratuité. On achète les danses, mais le jeu est gratuit. Et puis aussi, surtout, au fait qu'en augmentant le nombre de fonctionnalités, on passe d'un jeu vidéo à quelque chose d'autre. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec le métaverse. Donc quand on veut s'intéresser au métaverse, il faut absolument comprendre les jeux vidéo et le gaming. Alors dans le métaverse, souvent on parle du Web 3 et on confond un petit peu les deux. Donc le métaverse, c'est plutôt l'univers, et le Web 3 fournit des outils pour s'aventurer dans cet univers du métaverse. Qui dit Web 3 dit Web 1. Alors très rapidement, on fait un tout petit retour en arrière.
La promesse du Web 1, c'était d'accéder à des contenus, c'est les débuts d'Internet. L'utopie, c'était le savoir partagé. Le Web 2, alors je vais très très vite, ça serait l'objet d'une autre conférence, mais là on va très vite. Le Web 2, en quelque sorte, c'est la mainmise des GAFAM sur le Web 1, et ce sont les réseaux sociaux où l'utopie, c'est tout le monde est créatif, avec évidemment photos, vidéos, textes, etc. Et le Web 3 arrive par là-dessus en disant bah non, nous, on va aller contre le Web 2, c'est-à-dire qu'on va se libérer de l'emprise des GAFAM et on va donner à tout le monde, à chacune des personnes, les moyens de monétiser, par exemple, ses actions en ligne. Et c'est la promesse du Web 3, avec des choses comme les NFT, la blockchain, les DAO, etc. Et l'utopie, c'est l'affranchissement. Alors, ça, c'est la belle histoire, mais entre le Web 2 et le Web 3, ce sont les mêmes financiers, souvent les mêmes capital risqueurs. Donc, c'est plus deux lignes de produits parallèles que vraiment des choses très différentes. Comment créer un métaverse? Alors, c'est très facile, finalement, on n'a pas besoin de savoir coder. Alors, il faut savoir que le métaverse, au sens originel donc, du roman de 1992 de Neil Stephenson qu'on a évoqué, dans son roman, c'est un jumeau numérique total du monde. Chaque chose, chaque lieu, chaque personne a un jumeau numérique dans le métaverse. Ça n'arrivera jamais pour des raisons technologiques, civilisationnelles, culturelles, etc. Ça ne peut pas arriver. Donc ce à quoi on assiste, c'est une flambée, une poussée de multi-métaverses, de multiverses, des petits métaverses par marque, par individu ou par univers. Meta a son univers, Apple l'aura, Epic Games, etc. Et donc on peut chacune créer son petit métaverse à la maison, en quelque sorte, avec par exemple ce genre d'outil. C'est un casque de réalité immersive qui, en plus, vous permet de scanner l'environnement physique autour de vous et de le reconstituer en quelques minutes en 3D. Donc vous pouvez ainsi reconstituer votre maison, votre appartement, etc. Et puis inviter des personnes à vous rejoindre. Vous pouvez créer votre petit monde en 3D. Ce monde en 3D, une fois qu'on l'a créé, il faut le peupler, et ça c'est la question des avatars. Alors la meilleure définition qu'on a trouvée pour l'instant, pour nous en tout cas pour les avatars, c'est de dire que ce sont nos ambassadeurs. Comme un pays envoie des ambassadeurs bien dans les pays étrangers, nous envoyons notre ambassadeur dans ces pays illimités. Et la question est la suivante. Vous savez que le métaverse, c'est un univers permanent. Ça veut dire que quand vous éteignez votre ordinateur pour aller vous coucher, le métaverse continue à vivre. Que devient votre avatar dans ces conditions-là? Est-ce qu'il va continuer à mener des actions dans le métaverse en votre nom? Et si oui, lesquelles? Tout ce qu'on peut faire dans le métaverse, acheter, rencontrer des gens, etc. Mais aussi possiblement des actions délictueuses, voire criminelles. On sait que quelques jours après le lancement de Meta, il y a eu des affaires d'attouchement sexuel et de viol en 3D dans le métaverse. Donc c'est quelque chose de très important à prendre en compte. Pourquoi pas un soulbot, c'est-à-dire que là où on a un chatbot, un robot conversationnel, on pourra avoir un soulbot, c'est un peu votre représentation, votre conscience sous forme d'avatar. Un seul pays au monde s'est intéressé aux droits du cerveau dans le métaverse, c'est le Chili, dont un sénateur a proposé 5 droits du cerveau dans ces univers immersifs. Et puis, ces avatars, on peut leur donner une forme, la forme qui vous plaît le plus, par exemple. Ça, c'est une machine qui lit vos ondes cérébrales et qui est capable de déterminer le physique qui vous plaît le plus. Donc, vous vivez dans votre métaverse, dans un fantasme, dans votre fantasme. Et le problème que ça pose, évidemment, c'est l'altérité. Vous n'êtes confronté à personne d'autre que vous-même. On peut aussi les habiller, et ça, c'est toute l'affaire de la mode en 3D, des vêtements qui n'ont jamais été fabriqués et jamais transportés. Bilan carbone zéro, ça c'est l'argument de ces deux fondatrices. Et puis dans le métaverse, on peut reconstituer toutes les sensations physiques que l'on éprouve sur le corps, les 5 sens les premiers. On peut avoir le goût comme ça, avec cet engin que vous léchez, et vous avez le goût de la fraise, par exemple, reconstitué sur votre langue, ou plus fort encore, des goûts qui n'existent pas, que personne n'a jamais goûté sur Terre. Vous avez aussi ce qui concerne l'haptique, ça c'est vraiment qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui relie notre avatar et puis nous en chair et en os? Ce sont ces vêtements haptiques que l'on porte sur le corps. Ça, c'est une veste qui est capable de reproduire 30 sensations. Ça va du coup de hache à la caresse. Vous pouvez régler l'intensité, ajouter du chaud, du froid, etc. Et là, le problème que ça soulève, évidemment, c'est l'addiction, parce que vous pouvez vivre dans un monde avec des sensations incroyables, en tout cas des sensations inédites, qui pourraient vous faire penser que le monde réel est un petit peu fade et un petit peu ennuyeux. Et puis pour finir, on va avoir sur une autre façon de voir le métaverse, c'est-à-dire qu'une façon qui n'est pas immersive. Et ça, c'est une grosse tendance qu'on a détectée avec beaucoup de startups qui s'intéressent à l'hologramme. Alors l'hologramme, c'est pareil, ça fait un peu vintage, mais finalement, ces startups s'intéressent à le rendre le plus réel possible. Celle-ci fait des objets dont vous ne pouvez pas distinguer si c'est un hologramme ou pas à l'œil nu. Alors vous me direz oui, mais on peut toujours passer la main au travers. Ça, c'est l'étape suivante. Cette start-up britannique s'est mise en tête de fabriquer des hologrammes que l'on peut toucher, à commencer par un ballon de basket que l'on peut donc toucher, prendre dans les mains, envoyer, recevoir, régler la force de l'impact. Vous sentez la densité, la matière entre vos doigts. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'on peut ancrer des objets immatériels dans notre monde physique. Et ça, c'est le but, c'est de créer un métaverse qui soit
hybride et qu'il ne soit pas simplement immersif, ce qui est l'avantage aussi de ne pas s'équiper de devices trop envahissants sur notre corps. Et on termine avec un métaverse du monde réel, c'est-à-dire que là, eh bien, c'est un collectif de chercheurs internationaux qui, loin des métaverses complètement fantasmatiques, oniriques, etc., eh bien, a reconstitué en 3D un cinquième du cosmos sous forme de simulation 3D. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on peut aussi recréer ce genre d'univers pour le monde réel. Et on sait que l'espace, le cosmos, c'est un univers qui pose plein de questions philosophiques, métaphysiques, scientifiques, voire poétiques. Et donc, dans cet espace qui est en libre accès, vous pouvez vous promener dans l'espace, vous balader entre les planètes, mais aussi, vous pouvez remonter dans le temps, puisqu'en pinchant, comme c'est une simulation en 3D, vous pouvez complètement remonter le temps. Voilà, mais je vous remercie beaucoup pour votre attention sur ce métaverse en 10 minutes. Merci Sylvain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en dehors et je vous répondrai avec plaisir. Dans le métavers ou dans la vraie vie. Reste là, ne t'éloigne pas trop. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors, dans le rang des mauvaises nouvelles, c'est que je ne suis pas du tout un spécialiste du métavers, donc c'est bien d'avoir Sylvain à côté de moi pour me souffler une ou deux questions, me dire que je suis passé complètement à côté de la question du jour. La deuxième nouvelle, si vous vous en rendez compte, on est vraiment pile poil dans une table ronde métavers, c'est-à-dire qu'il n'y a personne sur scène. Ça, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Alors, c'est là où on se dit que le métavers, si ça existait déjà vraiment aujourd'hui, si ça fonctionnait parfaitement, on serait super content, puisque vous avez à distance donc Sébastien Borgé, qui est le cofondateur de Sandbox, et qui est, alors je crois, quelque part en Asie, c'est ça ? À Paris. À Paris. Alors à Paris, mais bon, ok, c'est ça. Merci. Première question déjà complètement plantée. Donc fondateur de Sandbox. Dans la boîte d'à côté, je vais essayer de ne pas me tromper, je crois qu'il s'appelle Stéphane Guéry. J'ai bon, Stéphane ? Yes, you do. Oui, c'est ça. Et lui, le CEO de Havas Play, il fait partie de ceux chez Havas qui ont été les premiers à parler du métavers il y a quelques années et à dire qu'il fallait donner des outils aux marques, aux institutions pour qu'elles puissent s'implanter dans le métavers et en faire une opportunité. Et alors, il y avait un troisième nom, et si ce troisième nom apparaît, d'un seul coup, je vais me mettre à parler en anglais, parce que la troisième personne qui doit nous rejoindre, mais qui est dans un métavers, alors 6.0 pour l'instant, elle s'appelle Nelly Mensah, elle est vice-présidente chez LVMH, elle s'occupe de tout ce qui est Digital Innovation. Elle a travaillé avant chez Sephora, elle a travaillé dans la crypto-monnaie avant même que ça existe, elle est pourtant encore très jeune, et elle travaillait avant chez Deloitte Digital. C'est une experte du digital. Si elle nous rejoint, on parlera anglais. Dans le métavers, dans quelques années, on pourra parler tous dans la langue qu'on veut, ça sera traduit automatiquement, il n'y aura plus de soucis. Mais aujourd'hui, ça ne fonctionne pas encore complètement. Donc pour l'instant, on va commencer en français. And if it's all right with you guys, we'll switch to English if by any chance Nelly joins us. Et Stéphane, j'ai oublié de mentionner, alors Nelly est aux États-Unis et Stéphane est dans un pays du Golfe. Donc chacun un petit peu sur une planète particulière. Gros plan tout de suite sur Sébastien, qui est le cofondateur de Sandbox. Peut-être pour commencer une première question en français, Sébastien, sur le métavers, la question de la table ronde, c'était hype or out. D'après toi, d'après vous, où est-ce qu'on peut peut-être se tutoyer dans le métavers, hein, je pense qu'on se tutoiera tous dans le métavers. D'après toi, où est-ce qu'on en est ? Il y a eu effectivement beaucoup de hype jusqu'à il y a 18 mois. Il y a aujourd'hui peut-être un excès inverse. On a l'impression que c'est complètement planté. Dans le monde où on est finalement peut-être sans doute un peu tout excessif, toi, comment est-ce que tu vois les choses ? Où est-ce que tu places le curseur ? Sachant, j'aurais dû le dire dans la présentation, on le voit derrière, effectivement. Sébastien a une longue expérience. Il a commencé dans l'univers du gaming avant de créer Sandbox il y a quelques temps. Donc, où est-ce qu'on en est, d'après toi, dans le métavers ? Et on reviendra plus spécifiquement ensuite sur la stratégie de Sandbox et ce qu'il peut faire. Merci. Bonjour à tous. Donc, désolé de ne pas être en personne avec vous. Aujourd'hui, on avait une assez grosse milestone et lancement qui m'a empêché de me déplacer. Où est-ce qu'on en est ? On en est, somme toute, relativement très tôt dans la construction du métaverse. Mais par contre, on est, en termes d'adoption de marché, on en est aussi à une phase qui
à mon avis, est encore très loin de ce qu'on peut appeler un hype effect ou un hype out effect. En réalité, on va compter les utilisateurs dans le métaverse en millions maximum, en centaines de milliers plutôt par rapport à ce qu'on a pu constater sur les derniers lancements de Sandbox. Et ces chiffres sont en croissance. Donc ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est vraiment la décorrélation de peut-être la déformation, l'effet d'optique que peut apporter les médias et l'amplification que peut y avoir par rapport à des phénomènes de marché, etc. Et la réalité de l'adoption où lorsque vous y rentrez en tant qu'utilisateur avec un avatar, à tout moment, vous croisez des dizaines, voire des centaines, des milliers de personnes autour de vous. Il y a de l'engagement. Récemment, on va bientôt publier le premier rapport sur la saison 3. On a eu 17 millions de visites pendant 2 mois à travers toutes les 98 expériences de Sandbox. Les gens y passent du temps, 20 à 30 minutes en moyenne. Moi, je constate une forte croissance du nombre de créateurs, du nombre de studios qui se développent dans cet écosystème et des marques qui continuent à arriver. Donc, de manière assez holistique, en fait, après cette première phase où il y a eu une amplification médiatique autour du métaverse, et peut-être du coup une retombée médiatique, parce que on ne peut pas en parler en continu en permanence pendant 1 an et demi tous les jours avec la même intensité, on constate surtout que les marques, les studios construisent des expériences, ouvrent des expériences, lancent des expériences, et donc se lance en réalité la vraie mise en place du métaverse maintenant, et ça va se durer comme ça pendant 10 ans devant nous. Donc, très confiant, pas du tout de hype out, tout se construit, et cet écosystème est en pleine croissance. Est-ce que tu peux, avec tes mots, nous décrire un petit peu ce qu'est Sandbox, ce qu'est la réalité de Sandbox aujourd'hui? Est-ce que c'est parti, comme on dirait, d'une expérience de jeu vidéo pour devenir un véritable univers? Où est-ce qu'on en est dans cette phase de développement? Bien sûr, c'est assez intéressant de se revenir aux origines de Sandbox. Effectivement, on a démarré en 2011 comme un jeu vidéo sur mobile. Très tôt, on a eu cette idée de donner vraiment plus de possibilités créatives à quiconque et leur permettre de dessiner, de créer leur propre jeu juste du toucher du doigt. Donc à l'époque, on expérimentait avec des nouvelles technologies, notamment les smartphones et les tablettes. On a voulu permettre à quiconque de devenir un créateur de son toucher du doigt, de donner vie à des petits mondes en pixels à l'époque, en 2D, en droppant des éléments de la table périodique des éléments, puis au fur et à mesure ça s'est étoffé avec des assets de jeux vidéo et tout, et de partager ses créations avec d'autres en ligne. Très tôt, c'est devenu un franc succès. On a eu plus de 40 millions de téléchargements, on a lancé une suite 4 ans plus tard, et 70 millions de créations faites par les joueurs. Et aussi, d'une certaine manière, une frustration, parce qu'en dépit du succès économique du jeu et du nombre d'utilisateurs, les meilleurs créateurs, ceux qui passaient énormément de temps à designer, à inventer, à contribuer, finalement, on les perdait après plusieurs mois, après plusieurs années. La reconnaissance sociale qu'on pouvait leur apporter en featurant leur contenu dans la galerie en ligne ne suffisait pas. Et donc, on n'a pas trouvé de solution à ça. On essayait de les rémunérer, de partager une partie du revenu qu'ils apportaient au jeu, etc. On n'a pas forcément trouvé de solution jusqu'en 2017, en fait, où on est tombé sur les NFT. Et cette technologie, la blockchain, toujours en tant que pionnier dans ces nouvelles technologies, on a exploré. On a vu le potentiel des NFT comme le moyen pour permettre à tous les créateurs, en fait, de vraiment posséder intégralement leur contenu numérique, leur création numérique, que ce soit leur avatar, leur équipement, leur wearable, leur outfit, même désormais leur terrain virtuel, leur maison virtuelle, etc. De se les échanger entre utilisateurs et de se les vendre même de la manière dont ils le souhaitent. Et là, sur là, on est parti de ce constat, de cette technologie. On a reconstruit Sandbox from the ground up, vraiment from scratch. Cette fois-ci comme une plateforme multijoueur 3D avec plusieurs outils de création, mais toujours avec cette vision de pouvoir libérer la créativité des utilisateurs, des joueurs, et leur permettre d'en vivre. Et désormais, Sandbox l'un des pionniers du blockchain gaming et l'un des leaders du métavers ouvert, qui compte plus de 4 millions d'utilisateurs, plus de 400 marques de par le monde, des marques assez fortes dans le divertissement, dans la culture, dans la mode, le luxe. On peut nommer des célébrités comme Snoop Dogg, comme Steve Aoki, des marques comme
Warner Music, comme Ubisoft, comme Ledger, comme le South China Morning Post, en Asie. Récemment en France, on peut nommer le MK2 aussi, Agoria en artiste musical. Donc une grande richesse, une grande diversité de partenaires et aussi un écosystème qui est en pleine croissance et qui a développé ces expériences que les utilisateurs vont pouvoir accéder par le biais d'un avatar. Et l'avatar, c'est aussi, on l'évoquait un petit peu dans la présentation de 10 minutes auparavant, c'est aussi ce qui démarque le métaverse. On entre dans le métaverse par le biais d'un avatar, ce personnage 3D, que l'on garde, qui devient notre nouvelle identité virtuelle et qu'on va garder quand on passe d'une expérience à une autre, ou même d'une plateforme à une autre, si on adhère à l'idée que le métaverse, c'est ce monde virtuel sans frontières où finalement notre identité nous suit à travers tous ces différents mondes et plateformes qu'on va explorer. Stéphane, si tu nous entends dans ton métavers à toi, la question que j'ai envie de te poser, c'est à partir de quand les marques ou les institutions ont commencé à se dire que le métavers, c'était peut-être pas qu'un truc pour des geeks comprenant des acronymes compliqués, mais que ça pouvait être peut-être pas forcément le monde de demain, mais un monde de demain auquel il fallait s'intéresser. Depuis quand les marques s'intéressent au métavers et elles s'y intéressent aujourd'hui pour quoi faire? Sans doute avant qu'on en parle, avant qu'on appelle ça un métaverse. J'ai pas mal d'écho, moi. Désolé, j'ai changé de connexion. Le Wi-Fi ici n'était pas prêt pour le métaverse. Mais on t'entend. Très bien. Je pense qu'elles s'y sont intéressées dans la définition du métaverse, c'est-à-dire des mondes des mondes virtuels dans lesquels on évolue sous forme d'avatar, avant même que le nom devienne médiatisé par l'annonce de Meta. Ça fait déjà des années qu'on accompagne des marques dans les jeux vidéo, avec beaucoup de succès, c'est-à-dire que lorsqu'on les introduit de façon au bon moment, au bon endroit, avec la bonne valeur ajoutée dans l'expérience de jeu, parce que c'est toujours des jeux, et toujours une quête dans laquelle il faut inscrire ces marques, elles sont plébiscitées. Elles ont souvent un retour sur cet investissement, un engagement des communautés de joueurs extrêmement positive et qu'on ne trouve nulle part ailleurs, alors qu'elles étaient déjà très positives dans le sport. Stéphane, en fait, le son n'est pas très bon. Est-ce que tu peux essayer de couper ta caméra? C'est le Metaverse 1.0. Essaye de couper ta caméra et voir si jamais, avec juste le son, peut-être on t'entend mieux. Vas-y, réessaye. Donc tu disais que les marques en fait, qui avaient fait l'expérience dans le jeu vidéo avaient un retour intéressant, si j'ai bien compris. Oui, absolument. On voyait des retours encore plus positifs des communautés de joueurs par rapport à d'autres univers dans lesquels les marques pouvaient investir, comparé au sport, comparé à la musique, où pourtant c'était déjà très positif. L'accueil est encore meilleur dans les jeux vidéo que sont ces métaverses. Donc ça, c'était un peu l'apprentissage. Ouais, on t'entend à moitié, hein, comme si c'était dans un univers un peu parallèle. Quand est-ce qu'elle ça a basculé vers finalement aller avec une tentative avec des avatars? Ça peut aussi avoir son avantage. Est-ce que c'est juste parce qu'elles ne veulent pas essayer de passer à côté d'un truc qui pourrait potentiellement être important, ou est-ce que c'est que véritablement elles y voient dès aujourd'hui une forme de pari stratégique qui pourrait être payant à court terme? Ça date du Covid. C'est le moment où les marques ont été obligées d'accélérer le plus vite possible sur le digital, à la fois pour faire du commerce, mais aussi pour rester en contact avec leur public, leurs clients, leurs audiences. Et comment est-ce qu'elles ont appréhendé ce métavers? Elles se disent en fait, à quoi ça peut leur servir aujourd'hui, hein? Alors ça peut servir à beaucoup de choses. Déjà, avoir le contact en direct, alors que beaucoup de marques passent par des distributeurs pour avoir ce lien. Donc ça change beaucoup de choses. Ça permet de mieux les connaître, de mieux les comprendre, de créer des nouvelles formes de data personnelles aussi pour ses clients. Ça sert à faire de la vente, soit de la vente de produits qui existaient déjà, mais on croit aussi, peut-être comme Sébastien, que l'on va pouvoir aussi vendre des choses, des services, des objets qui aujourd'hui n'existaient pas encore à ces avatars. Ok, merci Stéphane.
pas évident pour moi de jongler, je l'avoue, d'un univers à l'autre. Je vais revenir à Sébastien. On va peut-être se concentrer un petit peu du coup sur la stratégie de Sandbox. Stéphane le disait, les marques s'y intéressent. Est-ce que d'après toi, elles sont encore aujourd'hui trop prudentes? C'est juste certaines, ça reste une forme de découverte? Ou est-ce que toi, tu penses qu'elles sont nombreuses à se dire que c'est vraiment une vague qu'il ne faut pas rater? C'est-à-dire que dans le passé, elles ont parfois été à la traîne sur des innovations technologiques. Et là, elles se disent qu'il ne faut pas prendre le train en marche, il faut le prendre dès le départ. Ouais. Tu n'avais pas le retour, Sébastien? Ouais, alors si. Donc, moi, en fait, c'est effectivement, ça fait un peu plus de 4 ans qu'on développe cette nouvelle version de Sandbox. Les marques ont, pour la première fois, joué le jeu du Web3 et du Metaverse beaucoup plus tôt par rapport à les différentes révolutions technologiques qu'on a pu voir auparavant. Dans le Web 1 ou dans le Web 2, les marques ont souvent été à la traîne et observatrices et n'ont pas forcément compris l'intérêt de ces technologies. Donc, elles s'y sont positionnées assez tard et souvent on dit elles ont loupé un peu le virage de ces technologies. Elles ont été parmi les dernières adoptrices. Dans le Web3 et dans le Metaverse, en fait, on a constaté une prise de position beaucoup plus tôt et de manière, je trouve, beaucoup plus positive, parce que c'est une position qui est venue à la fois d'une stratégie top-down, c'est-à-dire que les différents comités exécutifs voulaient être présents dans le métaverse déjà et adhérer à l'éthos du Web3 pour s'affranchir justement du contrôle qui a été mis en place, exercé par ces GAFA et par ces grandes boîtes Web 2.0 qui ont privé ces entreprises, ces marques finalement de leurs relations clients, de l'accès aux données qui leur permettent derrière d'avoir un lien plus puissant avec l'acteur et communiquer sans avoir à dépenser à chaque fois en campagne d'acquisition sur leur plateforme. Et de l'autre, il y a aussi un mouvement qui est venu un peu bottom-up, tout simplement des équipes internes de ces entreprises qui, elles, faisaient partie déjà de ces communautés Web3, qui ont commencé à acheter des NFT, à collectionner, à rentrer dans des DAO, à faire partie de certains mouvements artistiques et ou autour de la décentralisation, et qui voulaient voir cette dynamique aussi rentrer par rapport à l'ADN culturel fort de leur marque, et donc ont soumis des idées qui, pour la plupart du temps, ont été plutôt bien reçu. Et comment Sandbox et le métaverse se positionnent par rapport à ça, c'est de manière additive en fait. Donc on rentre dans le métaverse, on possède un terrain virtuel dans lequel on va créer une expérience, on va pouvoir développer un voisinage avec sa communauté, on va pouvoir donner à sa communauté aussi des outils créatifs pour co-créer sa présence avec elle au sein du métaverse. Donc, véhiculer des valeurs très positives autour d'apprendre des nouvelles compétences, de designer ensemble présence et définir finalement qu'est-ce qu'on va, qui on est, comment on est perçu, quel est notre, qu'est-ce qu'on véhicule, comment on se positionne dans un monde virtuel et surtout développer des usages nouveaux euh, et des expériences nouvelles qui ne peuvent pas être produites dans le monde réel pour différentes raisons, comme des contraintes de logistique, des contraintes je vous donne des exemples. Des artistes ne peuvent pas rencontrer 1 million de personnes lors d'un concert virtuel en même temps, ou au contraire avoir des micro-communautés de fans, une quarantaine de personnes, une centaine de personnes qui détiennent leur NFT pour avoir des échanges beaucoup plus directs. Les marques, quand elles communiquent sur les réseaux sociaux, en général, elles vont pousser des contenus en mode broadcast qui vont toucher, certes, des millions d'utilisateurs, mais avec un engagement très court, avec un utilisateur papillon qui va passer de 5 secondes à 1 minute en moyenne sur un contenu et avoir des réactions finalement très dichotomiques, j'aime, je n'aime pas, je retweet et je partage, qui ne veut pas forcément dire grand-chose en termes de relationnel par rapport aux utilisateurs, à un univers où les utilisateurs vont pouvoir passer beaucoup plus de temps, être ouverts, s'éduquer, apprendre plus sur la marque, découvrir des nouvelles expériences et passer 20, 30 minutes, parfois plus, sur ces expériences. Donc, on pousse un nouveau paradigme dans lequel on profite de l'espace, de la 3D, de la connectivité, la socialisation et même de l'environnement spatial pour offrir quelque chose de nouveau. Et on utilise le NFT et le wallet comme un moyen d'établir une relation qu'on va pouvoir nourrir dans le temps grâce à des airdrops, grâce à rewarder de la valeur, surtout que les utilisateurs maintenant apprécient de plus en plus les
biens numériques, les assets digitaux, tout autant que des biens physiques, et que cette tendance va continuer à augmenter dans le futur, et on sait très bien tous les Gen Z qui préfèrent carrément le pur digital au physique, et offrir des choses qui vont être, grâce à la technologie, encore plus originales et créatives que ce qu'on va pouvoir faire dans le monde réel, en les rendant accessibles à tous un peu partout dans le monde. Votre vision à tous les deux, c'est qu'il y aura en fait plein de métavers, c'est-à-dire qu'il y aura un sandbox qui sera peut-être plus axé gaming et culture et concert, et il y aura à côté des métaverses professionnels. Est-ce que le monde de demain, c'est un monde de multi-métaverses, comme l'évoquait peut-être tout à l'heure Sylvain? Stéphane, je ne sais pas si tu peux nous répondre à distance, et puis ensuite la réponse de Sébastien aussi à cette question m'intéresse. Stéphane? Oui, je veux bien essayer de répondre en coupant ma caméra. Je crois effectivement qu'il y aura beaucoup de métaverses différents, interopérables on espère, mais ce ne sera pas forcément le cas. Ça va être compliqué, je pense, de trouver. Lorsqu'on crée un objet dans un monde qui est plutôt rond, ben, ça va être compliqué d'utiliser dans un monde qui est plutôt carré. Ça, c'est sûr. Mais de la même manière que dans le Web 2, on a beaucoup d'acteurs, de réseaux sociaux, on aura aussi dans le Web 3, c'est sûr, énormément de monde où les communautés se rejoindront sur des passions, des centres d'intérêt différents pour faire des choses différentes avec des quêtes différentes. Sébastien, là-dessus, est-ce que Sandbox, c'est le métavers ou est-ce que Sandbox sera un des métavers, hein? Alors, Sandbox, c'est une portion, une partie du métavers. De la même manière que l'Internet, c'est dans les millions, les milliards de sites web sur lesquels les utilisateurs vont aller, le métavers, en fait, est dans la multitude de mondes virtuels où un utilisateur va pouvoir aller et passer de l'un à l'autre. Et Sandbox, c'est un monde virtuel, une plateforme, parmi d'autres. On va trouver les Decentraland, le Somnium Space, Voxels, etc. En tout cas, ce métaverse ouvert est basé sur une technologie donc a priori qui permet le transfert des données des utilisateurs, l'échange des données des utilisateurs, alors que d'autres plateformes restent tout simplement des plateformes closes sur lesquelles les utilisateurs ne peuvent même pas aller en dehors. On pourrait dire que ça, ce sont des mondes virtuels, mais elles ne sont pas vraiment le métaverse a priori. Si on s'en tient vraiment à la définition même qui provient un peu du roman écrit par Neil Stephenson qui est Snow Crash. Vous l'avez évoqué peut-être tous les deux, enfin surtout Sébastien, pardon, dans le métavers, on parle beaucoup de NFT, d'une certaine manière aussi de cryptocurrencies. Est-ce que la crise qui affecte aujourd'hui les cryptocurrencies, qui ont été une sorte de bulle avec aujourd'hui un effondrement des valeurs, c'est de nature à peser sur le développement du métavers, ou est-ce que c'est juste un outil et finalement peut-être qu'on ne parle pas du tout de la même chose, c'est-à-dire c'est pas ce qui s'est passé autour de FTX ou d'autres n'est pas de nature à avoir un impact sur le monde du métavers? Pas du tout. Alors, en fait, il y a dans l'univers de la blockchain des cryptocurrencies, des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, c'est une application d'une technologie, celle en fait qui va permettre de faire de l'échange de valeur et du paiement pour la plupart des usages. Les crypto-monnaies, elles s'échangent sur des échanges. Malheureusement, certains de ces échanges sont centralisés, alors qu'on est quand même dans un univers qui se veut décentralisé. Et en fait, ce que FTX démontre, c'est au contraire le besoin d'encore plus de décentralisation, d'encore plus de transparence. Parce que ce qu'a fait FTX, en fait, c'est sous couvert d'apporter de la confiance et de la simplicité. C'est un business à l'ancienne, c'est un échange qui prend une commission sur les transactions, qui fait beaucoup de marketing pour attirer des nouveaux utilisateurs vers les crypto-monnaies et qui a utilisé les fonds de ces utilisateurs à d'autres fins, de hedging, de trading, etc., alors qu'ils n'auraient jamais dû. Et donc, ça a un effet qui est de la confiance des utilisateurs, mais ça ne change pas les fondamentaux, qui est le métavers. C'est une autre application, beaucoup plus d'ailleurs tangible de cette technologie, qui va être le jeu, l'engagement, l'expérience. Les monnaies, fondamentalement, le métaverse, à un moment où on comprend qu'il doit être ouvert, on doit utiliser des instruments qui représentent nos assets numériques, qui puissent être échangés à travers ces différents métaverses. On doit pouvoir utiliser des monnaies qui puissent entrer et sortir. Et donc, ce sont au jour d'aujourd'hui, grâce à la blockchain, des NFTs.
et des crypto-monnaies. Mais ça ne change pas, ça n'impacte pas le fait que FTX reste un événement isolé, lié à un mauvais acteur. Ça ne change pas l'adoption et le bien fondé du métaverse et de cette idée même de pouvoir transférer tous ces contenus où on veut, comme on veut, et en jouir comme on le souhaite, de manière décentralisée. Ouais. Pour vous deux, quels sont un peu en anglais on dirait les hurdles ou les barrières, qu'est-ce qui reste à lever pour que le métavers accélère sa progression? Est-ce que c'est un problème technique, des bonnes lunettes de réalité virtuelle qui ne nous donnent pas envie qui ne nous donnent pas le mal de mer? Est-ce que c'est qui soit plus légère? Est-ce que c'est ça le principal frein, ou est-ce qu'on est plutôt sur une courbe d'adoption technologique et humaine qui prendra un petit peu de temps? Peut-être pour commencer, Stéphane, et je repasserai ensuite la parole à Sébastien sur cette question. Je crois que je suis bien placé pour dire que oui, il y a un problème de technologie, déjà de bande passante, pour beaucoup. Il y a aussi un sujet de technologies qui sont trop grosses aujourd'hui. La miniaturisation va nous permettre de le rendre beaucoup plus portable, accessible, fluide, moins pesant sur l'expérience. Et donc, on est en train de réduire à la lunette, simple lunette, une lunette de vue, et ça pourrait être une lentille même demain. Donc, ça va quand même faciliter l'expérience. La 5G ou très très haut débit vont nous permettre aussi de proposer des expériences encore plus riches. En revanche, nous, on constate que d'un point de vue sociétal, les gens sont prêts. Les gens se sentent de plus en plus seuls. Je ne fais que le constat. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. Je ne suis pas le juge de tout cela. Mais les gens se sentent de plus en plus seuls à la sortie du Covid. Beaucoup ne voient plus personne. C'est ce qu'on voit dans les statistiques dans de nombreux pays. La deuxième chose, c'est qu'ils veulent, j'allais dire en anglais, achieve great things, pouvoir faire des choses extraordinaires de leur vie. Ils n'y arrivent toujours pas toujours, pardon, dans le monde réel, et c'est parfois plus faisable en collaboration dans un monde virtuel. C'est aussi la raison pour laquelle ils s'y retrouvent. Merci Stéphane. Sébastien, sur les barrières qui restent à lever, c'est pas juste plus de serveurs et plus de puissance et de bande passante. Selon toi, c'est quoi les barrières qui restent à lever pour que le métavers et Sandbox deviennent beaucoup plus mainstream? Pour moi, c'est avant tout le contenu et les expériences, en fait. Qu'est-ce qui va amener les utilisateurs vers le métaverse? Ça va être du bon contenu, des bonnes expériences, du fun, des émotions, des choses qui font que on y retrouve nos amis, on s'amuse, on interagit entre nous. Et donc, il faut prendre en compte, grosso modo, qu'est-ce qui existe comme plateforme, comme destination dans le métaverse, qui offre des expériences suffisamment riches et immersives. Peut-être du côté de Meta, à part avoir des casques de la technologie, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas d'expérience. Vous achetez un casque, vous ne savez pas quoi en faire quasiment. Donc, c'est malheureusement c'est l'actuelle correction de Meta. Sur Sandbox, nous sommes une plateforme elle n'est pas ouverte en permanence encore au public. On est en construction. On est uniquement sur PC et Mac d'ailleurs aussi. Donc on arrivera sur mobile d'ici la fin de l'année. Mais on essaye d'ouvrir petit à petit et de plus en plus parce qu'on veut démontrer les usages, les possibilités le plus tôt possible. Et après, grosso modo, ça reste encore la somme de toutes les activations et de toutes les expériences qu'on va pouvoir faire reste relativement discrète. Et donc, il va falloir nous donner aussi un peu de temps sur 2023, sur 2024 pour que ces contenus soient produits, pour que ces plateformes soient de plus en plus ouvertes, afin qu'elles connaissent cette courbe d'adoption qu'on aimerait évidemment tous voir et passer la phase de leur e-adoption vers le mainstream. Merci à tous les deux. Merci d'avoir relevé le défi. Ce n'était pas évident, mais je crois qu'on s'en est sorti aussi bien que possible. Et je vous donne rendez-vous dans un métavers encore plus avancé dans un an, avec plus de bandes passantes, plus de contenu. Et on pourra refaire le point sur où en est Sandbox et où en sont les marques sur cet univers, qui est un univers du futur qui nous concernera tous à plus ou moins grande échelle, sans doute, dans les années qui viennent. Merci Stéphane, merci Sébastien, et à très bientôt, à la fois dans le monde réel et dans le métavers. Merci. Merci David, à bientôt Sébastien.